À l'âge de 20 ans, j'étais fauché. À 22 ans, j'étais millionnaire. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs dizaines de millions d'euros sur mon compte en banque. Dans cette vidéo, je vais résumer les 10 leçons brutales que j'ai reçues pendant mon parcours et qui m'ont fait passer de pauvre à multimillionnaire. Bon, la première leçon risque d'en énerver quelques-uns, et j'ai hésité à la dire, mais elle est tellement vraie que je suis obligé de la mentionner. Leçon numéro 1. Si tu es pauvre, tu es incompétent. La première fois que j'ai entendu cette phrase, elle m'a véritablement frustré. Dans ma tête, j'étais pauvre parce que je n'avais pas eu la chance de naître dans une famille riche. J'étais pauvre parce que je n'avais pas eu la chance d'obtenir le bon emploi. J'étais pauvre parce que je n'avais pas encore eu le temps de progresser dans ma carrière professionnelle. J'étais pauvre parce que je n'avais pas encore trouvé l'idée de business qui allait changer ma vie. Et toutes ces choses-là étaient en dehors de mon contrôle. Du coup, venir me dire que ma pauvreté était la conséquence directe de mon incompétence, c'était presque comme une insulte. Et pourtant, c'était vrai, et même assez évident. D'après vous, qu'est-ce qui différencie l'employé le moins bien payé du McDonald's du coin, qui gagne le SMIC, du manager de ce McDonald's, qui gagne le triple? Et qu'est-ce qui différencie le directeur de ce McDonald's du CEO du groupe McDonald's, qui gagne près de 20 000 euros par an? Eh bien, fondamentalement, ce sont des compétences. Le CEO du groupe McDonald's a des compétences en pilotage d'entreprise, en vision, en networking, en prise de décision, en priorisation, en management, en innovation, etc., que n'a pas le manager du McDonald's du coin. Et le manager du McDonald's du coin a des compétences en comptabilité, en organisation, en délégation que l'employé au SMIC n'a pas. Et cet employé au SMIC a des compétences qu'un étudiant ou quelqu'un au chômage n'a pas. Il sait comment utiliser les machines de McDonald's, appliquer les processus, bien parler aux clients. La plus grande différence entre vous et quelqu'un qui gagne 10 ou 100 fois plus, c'est une ou plusieurs compétences. Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à ne pas le réaliser. Si quelqu'un gagne plus d'argent que vous, il est extrêmement probable qu'il ait des compétences que vous ne possédez pas. Et la meilleure manière de gagner plus d'argent, c'est donc d'identifier ces compétences et de les apprendre, même si vous avez un peu moins d'expérience, même si vous êtes un peu moins chanceux, et même si vous avez un moins bon réseau. Si vous êtes la personne qui, pour un poste spécifique, a les meilleures compétences, vous allez trouver un taf. Et si vous êtes un entrepreneur compétent, même si vous ne partez pas exactement avec la bonne idée dans le bon marché, etc., tôt ou tard, votre business fonctionnera. Mais, malheureusement, notre ego nous joue des tours. C'est plus facile de se dire qu'on est pauvre, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas encore eu la bonne opportunité, parce qu'on n'a pas encore eu assez de temps, ou parce que c'est injuste. À l'inverse, cela demande beaucoup plus d'humilité de se rendre compte que si on ne gagne pas autant d'argent qu'on veut aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas aussi compétent qu'on le pense. Quand j'étais jeune, je pensais que j'avais tout compris dans le business, que j'avais les bonnes idées, que je savais comment il fallait entreprendre. Et c'est seulement après plusieurs échecs que je me suis rendu compte qu'il fallait me remettre en question. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un sur Instagram qui gagne beaucoup plus d'argent que vous, ou que vous avez l'impression que votre collègue, qui vient d'avoir une augmentation, ne le mérite pas, posez-vous la question. Quelles sont les compétences que ces personnes ont que je n'ai pas? Et développez-les le plus rapidement possible. Leçon brutale numéro 2. Mon père avait raison. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à l'arrière de la voiture de mon père, en rentrant d'un match de foot qu'on avait perdu, et je me plaignais de l'arbitre qui avait fait une erreur. Mon père me laissa parler et, au bout d'un moment, il intervint. Il haussa le ton, s'énerva et me dit « On s'en fout de ce que l'arbitre a fait, vous avez perdu. » Je le regardai et lui dis « Oui, mais… » Il me reprit instantanément « Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas d'excuse. Sors ton téléphone, va sur le site internet de la fédération et regarde ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit que l'arbitre a fait une erreur? Est-ce que c'est écrit qu'il y avait du vent? Est-ce que c'est écrit que vous n'avez pas eu de chance? Non. La seule information qui figure sur le site, c'est que ton équipe a perdu. » Je crois qu'il n'avait pas ajouté grand-chose. Je ressentais une injustice profonde. À ce moment-là, je me disais qu'il n'avait rien compris, etc., qu'il s'énervait pour rien. Mais en réalité, la leçon qu'il était en train de m'apporter était l'une des plus importantes de ma vie. Dans la vie, il y a deux types de personnes, celles qui se concentrent sur le résultat et celles qui se concentrent sur le ressenti. Se concentrer sur le ressenti, est-ce que c'est juste? Pas juste? Est-ce qu'on a mérité? Pas mérité?
Souvent, cela nous permet de nous sentir mieux sur le court terme. Voilà, on a perdu un match, mais c'est la faute de l'arbitre. On a perdu le match, mais on a mieux joué, etc. On peut se réconforter autant qu'on veut, mais le grand problème de cette approche, c'est qu'elle nous permet de nous mentir à nous-mêmes. Il y aura toujours un moyen d'excuser nos échecs, il y aura toujours un moyen de justifier nos actions, même quand elles sont mauvaises. C'est pour cela que c'est une bien meilleure source de vérité de simplement regarder le résultat. Si tu as essayé de lancer ton business et que ça a foiré, tu as foiré, et c'est probablement parce que tu as fait des erreurs. Ça fait mal, mais ça permet d'apprendre. Cette petite douleur fait mal, mais elle en vaut la peine, car réussir dans la vie, réussir à gagner plus d'argent, c'est comme monter une montagne. Peut-être que parfois on va glisser, peut-être qu'on n'aura pas de chance avec la météo, mais fondamentalement, les gens et la vie n'en ont rien à faire que la météo ait été plus dure pour toi, que tu aies glissé ou que tu avais le mauvais équipement. Le seul truc qui compte, c'est, est-ce que oui ou non, tu es arrivé en haut de cette montagne? Leçon numéro 3. Ce n'est pas le manque d'argent ou le manque d'idées qui vous empêche de lancer un business, c'est le manque de courage. Il n'existe presque aucune raison valable de ne pas lancer votre projet maintenant. Dans 99,9% des cas, attendre, remettre à plus tard fait baisser la probabilité que vous réussissiez, ou en tout cas, retarde le moment où vous allez réussir. C'est l'un de mes plus grands regrets. Moi, j'avais envie de lancer un business depuis que j'avais, genre, 10 ans. Je me souviens que, quand je marchais pour rentrer des cours, je pensais toujours à lancer une marque de voiture. C'était mon grand truc à l'époque, et ça me faisait sourire. Je m'imaginais le design, je préparais mes arguments marketing, etc. Plusieurs fois, pendant mon adolescence, ça me démangeait. J'avais envie de lancer des projets, j'avais des idées, mais je me disais, ah, ce n'est pas le moment, je suis trop jeune, j'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'associés, etc. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que c'est extrêmement dommage que je ne me sois pas lancé plus tôt. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour lancer un business. Je l'ai dit 40 000 fois sur cette chaîne, il existe un tas de business que vous pouvez lancer avec quelques centaines d'euros, voire même 0 €. Certes, ce n'est peut-être pas le business que vous rêvez de lancer, mais il est toujours préférable de commencer par un petit business, comme une agence, comme faire du freelance, lancer un petit site e-commerce, etc. Vous le faites pendant quelques mois, voire quelques années, vous commencez à vous faire la main, et ensuite, derrière, quand vous avez fait vos preuves, là vous pouvez lancer le gros business. Et puis, vous aurez économisé de l'argent, vous aurez aussi plus de facilité à lever des fonds auprès des investisseurs. Mais attendre le bon moment où vous aurez mis assez d'argent de côté, c'est juste en général de la procrastination, de la peur de l'échec. Même chose par rapport au fait d'avoir la bonne idée. Je me souviens, pendant des années, moi, j'attendais de trouver l'idée qui me permettrait de passer d'étudiant à milliardaire. J'avais l'impression, quand j'étais jeune, qu'en fait c'était soit tu inventes le nouveau Facebook, soit tu faisais rien. Mais, encore une fois, avoir l'idée de la prochaine entreprise qui va faire des milliards, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et c'est bien plus efficace de commencer par lancer un business simple et classique, où on n'invente rien, comme une agence, un bar, se lancer dans l'immobilier ou faire du consulting. Comme ça, on n'a pas besoin de trouver une idée, on n'a pas besoin d'être sûr d'avoir le bon business dès le départ. Et une fois qu'on a de l'expérience, on pourra chercher des business models plus ambitieux. Beaucoup de personnes aussi se disent que ce n'est pas encore le moment parce qu'elles ne sont pas assez formées. Mais on le sait aujourd'hui, la meilleure manière d'apprendre, c'est de se renseigner et de faire en même temps. Regarder des vidéos business sans avoir de business, ça ne sert à rien. Si vous faites partie des centaines de milliers d'abonnés que j'adore, qui regardent cette chaîne sans essayer de lancer un business en parallèle, merci de regarder la chaîne, mais vous êtes en train de faire une énorme connerie parce que chaque vidéo de moi que vous regardez et que vous ne mettez pas en application de votre business, c'est du temps perdu. Vous allez tout oublier. Donc, avoir un projet le plus rapidement possible, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre futur. La leçon numéro 4, et ça me saoule un petit peu de l'avouer, mais mes profs à l'école, à l'université, ils avaient raison. C'est super important d'être organisé pour réussir. En classe, j'étais toujours un des pires élèves parce que je notais jamais mes devoirs, ou alors je les notais mais je ne les regardais pas, donc j'oubliais quand même de les faire. Ou alors je notais, mais j'écrivais tellement mal que je n'arrivais même pas à les lire, et donc ça ne servait à rien. J'avais la pire organisation de toute la classe.
Ça m'arrivait même d'oublier des matchs de foot que j'avais le week-end alors que j'adorais ça. J'ai toujours détesté m'organiser parce que j'avais l'impression de m'enfermer dans quelque chose qui ne me plaisait pas. Je voulais être libre, je ne voulais pas avoir de contraintes, je ne voulais pas être forcé de faire quelque chose dans le futur que je n'avais pas envie de faire. Et donc cette espèce de dégoût de l'organisation, d'avoir un calendrier, un agenda, des to-do list, etc., ça m'a suivi toute mon adolescence et même une partie du début de ma vie adulte. C'est plusieurs mois après avoir lancé mon business que j'ai réalisé que c'était peut-être une bonne idée quand même de m'organiser, et c'est à ce moment-là qu'a commencé plusieurs années d'apprentissage. J'ai commencé par faire une simple to-do list, ensuite j'ai commencé à planifier mes journées, puis j'ai commencé à planifier mes semaines. Et aujourd'hui, j'ai un système d'organisation ultra complexe qui me permet de gérer toutes mes priorités, tous mes projets avec différents collaborateurs, et un planning qui est en avance de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Chaque année, je m'organise plus, et ça c'est lié à deux réalisations. La première, c'est que j'ai réalisé qu'on oubliait ce qu'on avait oublié. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, tu es un peu con quand même, c'est assez évident ce que tu viens de dire. » Mais en fait, pas vraiment. Ce qui est vicieux avec les choses qu'on a oubliées, c'est que vu qu'on les a oubliées, on ne se rend pas compte à quel point elles sont nombreuses. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, dans votre vie, il y a des réalisations super importantes que vous avez eues, des idées incroyables que vous auriez pu mettre en place, des actions primordiales qui vous auraient permis d'atteindre vos objectifs, que vous avez simplement oubliés. Mais à chaque fois que vous oubliez ces trucs, il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit « Ah, tu te rappelles de cette information dingue qui aurait pu te faire gagner 2 fois plus d'argent que tu as oublié. » Non, il n'y a personne qui vient dire ça. Donc, en fait, cette information de dingue, je la savais à un moment, je ne la sais plus, et je ne la saurai plus jamais. Je ne suis même pas énervé du fait que j'ai oublié, parce que j'ai oublié que je l'ai oublié. Et ça, j'ai commencé à le réaliser que depuis que je prends des notes tous les jours. Moi, tous les jours, à la fin de la journée, je me pose pendant 15 minutes et j'écris tous les trucs importants que j'ai réalisés cette semaine, je planifie toutes les tâches que je dois planifier. Et au bout de quelques semaines à faire ça, j'ai réalisé un truc de fou. Je suis retourné en arrière, j'ai regardé mes notes, et j'ai réalisé qu'il y avait une dizaine de trucs super importants que j'avais oubliés. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'écrivais 2 ou 3 fois la même chose. Ça m'arrivait de me dire « Ah ouais, on peut faire une vidéo comme ça pour la chaîne YouTube, c'est une super idée, ça va me faire avoir plein de vues. » Et en fait, j'avais complètement oublié que cette idée, je l'avais déjà eue 4 jours auparavant. Donc, il faut vraiment se rendre compte que le cerveau, c'est une passoire, et que quand vous réalisez quelque chose d'important, il faut impérativement l'écrire quelque part. Et le deuxième point important, c'est que si vous ne planifiez pas ce que vous allez faire, c'est beaucoup trop facile de se mentir à soi-même. On sait qu'on devrait faire des appels de vente, qu'on devrait aller à la salle de sport, qu'on doit avoir cette discussion difficile, mais elle n'est pas planifiée. Donc, bon, on peut toujours se dire qu'on le fera le lendemain, on peut toujours se dire que ce n'est pas si important et qu'il y a d'autres choses qui passent avant. On peut toujours se dire qu'aujourd'hui ce n'est pas le bon jour, qu'on est trop fatigué, et on n'a même pas l'impression d'avoir procrastiné parce qu'on n'avait pas planifié la chose. Tant qu'on n'a pas planifié cette discussion difficile, eh bien, on ne prend pas le risque de la remettre au lendemain parce qu'elle n'était même pas planifiée pour aujourd'hui. Et ça, c'est l'astuce la plus vicieuse de tous les cerveaux de procrastinateurs, mais on ne s'en rend même pas compte. Simplement, on planifie ce qu'on va faire le lendemain, ce qu'on va faire la semaine d'après, un petit peu comme les profs nous l'ont enseigné à l'école. Simplement en faisant ça, votre procrastination sera divisée par 2 et vous allez enfin réaliser les tâches importantes qui peuvent changer votre vie. Donc, ne faites pas la même erreur que moi et ne vous laissez pas dégoûter par l'école, par vos profs qui vous forçaient à écrire vos devoirs dans votre agenda. C'était horrible à l'époque, mais c'était essentiel. Il nous était imposé par quelqu'un d'autre et on ne le faisait pas réellement pour atteindre nos objectifs. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Toutes ces choses qu'on décide de planifier sont nos propres décisions, celles qui vont améliorer notre propre vie. Leçon brutale numéro 5. En business, il faut savoir être un connard. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube où tout le monde essaie de vous décrire le monde des affaires comme un univers où tout le monde est gentil, avec des licornes et des câlins. On se dit que c'est l'entrepreneur le plus gentil et le plus vertueux qui gagne le plus d'argent, mais ce n'est pas la réalité. Moi, je suis profondément convaincu, et je l'ai vu de nombreuses fois, qu'être mal intentionné en affaires, ça ne paye pas.
Adopter un comportement non éthique est une erreur. Mais parfois, il faut être prêt à être considéré comme un connard par certaines personnes pour réussir. Je m'explique. Au début de mon activité, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi, un ami, et la qualité de son travail baissait. Je me disais que si j'arrêtais de collaborer avec lui, il penserait que j'étais un connard parce que nous étions amis et que son emploi était important pour lui. J'avais extrêmement peur d'arrêter de travailler avec lui pour ces raisons, alors j'ai procrastiné, encore et encore. Au fil du temps, il travaillait de moins en moins bien. Puis, un jour, je me suis dit « Stop ». J'ai eu une discussion difficile, j'ai pris le risque de briser cette amitié. Finalement, ça s'est mieux passé que prévu. Derrière, j'ai pu engager quelqu'un de beaucoup plus motivé, et mon ancien collaborateur a trouvé un autre emploi qui lui rapportait même davantage. Dans ce cas, ça s'est bien terminé, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes peuvent mal le prendre lorsque vous arrêtez de travailler avec elles. Cependant, il est essentiel de comprendre que les personnes qui travaillent avec vous ne sont pas votre famille, elles sont votre équipe de sport. Vous devez être proche et créer des liens forts avec elles, mais si elles ne performent plus, elles n'ont plus leur place sur le terrain. C'est comme dans un match de foot, un ami de longue date, s'il n'est plus le meilleur joueur à son poste, doit être remplacé. Cela ne change rien à l'amitié ou au respect que vous avez pour lui, mais c'est ce que vous devez faire pour le bien de votre business. Parfois, c'est ça, le business, mettre ses sentiments de côté pour le bien de l'entreprise dans son ensemble. Deuxième cas de figure où il faut parfois oser passer pour un connard, il faut savoir dire non. Plus vous réussissez dans les affaires, plus vous aurez de propositions. On vous proposera des partenariats, des investissements, des associations, des rencontres pour réseauter. Encore une fois, si vous dites non, certaines personnes penseront que vous êtes prétentieux, que vous avez pris la grosse tête ou que vous êtes égoïste. Pourtant, souvent, si vous refusez, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans l'échange de valeurs. Quand vous investissez dans un projet auquel vous ne croyez pas, vous donnez de l'argent et recevez une valeur inférieure en retour. Quand vous dites non à une opportunité de networking, c'est parce que ce que l'autre peut vous apporter est souvent bien moindre que ce que vous pourriez lui apporter. Si vous refusez un partenariat, c'est probablement parce que vous apporterez plus de visibilité à la personne qu'elle ne pourra vous en offrir en retour. En réalité, la personne égoïste dans cette situation, ce n'est pas vous, c'est l'autre qui pense à son propre intérêt. Donc, n'ayez aucun scrupule à dire non si l'échange de valeurs est déséquilibré ou si vous n'avez pas envie de vous engager. C'est votre droit, et ce sont les personnes qui ne comprennent pas cela qui sont égoïstes, pas vous. Leçon brutale numéro 6, ma mère avait raison. Pour réussir, il faut savoir écouter ses émotions. J'ai toujours été quelqu'un de très stoïque, je me suis toujours dit « Reste rationnel, les émotions faussent ton jugement, ne les écoute pas. Prends des décisions logiques et tu réussiras. » Mais le problème, c'est que c'est impossible. Heureusement ou malheureusement pour moi, je ne suis pas un robot. J'ai un cœur, j'ai des émotions. Le problème avec les émotions, c'est qu'on ne peut pas les ignorer. Comme le dit Carl Jung dans l'une de mes citations préférées. Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destin. Tant que vous ne les identifiez pas et ne les amenez pas à la surface, vos émotions dirigeront votre destin sans que vous le réalisiez. Il est impossible d'être complètement stoïque et de ne pas ressentir d'émotions. La meilleure manière de ne pas être trop influencé par elles, c'est de les identifier et de les étudier attentivement. Il faut analyser avec curiosité les émotions qui influencent notre comportement. J'ai pris une claque en réalisant que la plupart de mes erreurs étaient liées à des émotions que je n'avais pas identifiées. Ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de tous les entrepreneurs. La plupart des problèmes que nous avons évoqués aujourd'hui sont liés aux émotions. Si vous procrastinez le lancement de votre business, ce n'est pas parce que vous avez besoin de la bonne information ou de la bonne idée, c'est parce qu'au fond, vous avez peur. Vous avez peur de l'échec, un manque de confiance en vous, ou une tendance au perfectionnisme qui crée de l'anxiété face à l'imperfection. Fondamentalement, votre procrastination est liée à une émotion. Et si vous ne l'identifiez pas, vous ne pourrez jamais la surmonter. Un autre problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils se lancent, mais arrêtent après quelques semaines pour démarrer un autre projet. Encore une fois, c'est une émotion. Vous êtes motivé par le désir de nouveauté. Quand vous travaillez quelques semaines sur un projet, il perd cet attrait initial et vous vous en lassez. D'autres, à l'inverse, prennent des risques inconsidérés et dépensent toutes leurs économies pour lancer un business.
Ils vont dépenser beaucoup trop d'argent en publicité ou investir leur argent de manière irresponsable. Encore une fois, il y a une émotion qui dirige ces décisions, de l'avarice, de l'impatience. C'est cela qui les fait échouer. Personnellement, depuis quelques semaines, j'essaie constamment de me poser la question. Quelle émotion est en train de dicter mes choix? Plusieurs fois par jour, j'essaie de détecter ce que je ressens, pourquoi je le ressens, et de prendre cela en compte pour éviter de faire des erreurs. Leçon brutale numéro 7. Si tu oses vendre, tu as 10 fois plus de chances de réussir. La meilleure manière d'expliquer cela est de faire un dessin. Imaginez-vous une course avec plein de personnes prêtes à commencer. Le but de la course est de gagner de l'argent. À la fin de la course, ceux qui arrivent en premier gagnent de l'argent. À droite, vous avez une route très accidentée. De l'autre côté, un boulevard dégagé. Naturellement, la plupart des gens vont choisir la route dégagée, pensant qu'il s'agit du chemin le plus simple. Cependant, tout le monde fait ce choix, sans réaliser que la compétition y sera plus forte. Si vous choisissez la route de gauche, même si elle est plus difficile, vous aurez beaucoup moins de concurrence. Vous pouvez prendre votre temps, car moins de gens essaient ce chemin. Dans le business, c'est exactement la même chose, particulièrement avec une compétence, la vente. 90% des entrepreneurs n'aiment pas vendre. Le simple inconfort de parler à des inconnus pour les convaincre les bloque, et pourtant, la vente est la compétence qui peut tout changer. Que ce soit en porte-à-porte ou par téléphone, c'est souvent par la vente que les entrepreneurs comprennent réellement la psychologie des consommateurs. La plupart des milliardaires ont commencé par la vente. Si vous êtes entrepreneur, faites de la vente, cela vous donnera une compétence incroyable et peut même augmenter vos revenus dès le mois prochain. Par exemple, devenez commercial ou closer et soyez payé à la commission. Leçon brutale numéro 8. Seulement 5% des employés font bien leur travail, mais ceux qui le font bien révolutionneront votre business. Imaginez une équipe de football régional qui perd tous ses matchs. Le coach pense que recruter un nouveau joueur va améliorer la situation, mais il finit par recruter quelqu'un de moins performant. La réalité est que très peu d'employés font leur travail de manière exceptionnelle, mais ces quelques personnes peuvent transformer votre entreprise. Un des points les plus importants pour réussir, c'est d'avoir les meilleurs joueurs dans l'équipe. Leçon brutale numéro 9, la flemme est une mauvaise conseillère. Beaucoup veulent devenir riches rapidement et sans effort, mais c'est une illusion. Pour réussir, il faut de la constance et du travail. Dans le business, il faut viser l'efficacité, éviter les erreurs de débutants et être prêt à faire des efforts. Se laisser influencer par la flemme est une des pires choses que vous puissiez faire. Leçon brutale numéro 10. Réalisez que vous ne savez probablement pas autant que vous le pensez sur le business. Ce manque de connaissances m'a fait perdre des millions. C'est pour cela que j'ai récemment fait une vidéo sur les leçons tirées de mes 10 ans d'expérience dans le business. Allez la regarder, elle en vaut la peine.